Bonsoir. Donc, si vous voulez, on va commencer. Je me présente, Éric Monpetit, je suis vice-doyen à la recherche, découverte, création à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Je suis aussi professeur de sciences politiques. Merci d'être avec nous ce soir pour cette discussion sur le sommeil. Celle-ci se tient dans le cadre de la série Au carrefour des savoirs, qui a pour objectif de faire dialoguer sur une thématique d'actualité des professeurs, avec parfois des diplômés ou des personnalités publiques qui viennent de différents horizons. Nous sommes très fiers d'avoir ce soir avec nous des collègues ayant des expertises très variées, l'identité même de notre faculté étant avant tout d'assurer le décloisonnement du savoir et le croisement des diverses perspectives afin de nous éclairer. Laissez-moi donc vous présenter d'abord Philippe Genecamp, professeur au département d'Histoire et au Centre d'études médiévales. Médiéviste, ses recherches actuelles portent sur l'histoire de la culture et celle des sciences, et notamment le rapport au monde des médiévaux. Durant la discussion, il abordera la façon dont on peut comprendre la nature du sommeil et le rôle du rêve. À ses côtés, Nadia Gosselin, professeure au département de psychologie. Nadia est aussi la directrice scientifique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. De plus, elle co-dirige le Réseau québécois de recherche sur le sommeil et est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les troubles du sommeil et la santé du cerveau. Ses travaux de recherche cherchent à comprendre s'il existe une corrélation entre les troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil, et le vieillissement accéléré du cerveau. J'avoue être un peu inquiet. Nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous Alain Marchand, professeur à l'École de relations industrielles. Alain est aussi directeur scientifique à la direction de la recherche de l'Institut Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, directeur de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en santé publique. Ses intérêts de recherche portent sur le stress et la santé et sécurité du travail. Il s'intéresse plus particulièrement aux déterminants, à la prévention et à l'intervention sur les problèmes de détresse psychologique, de dépression et d'épuisement professionnel. Et enfin, Chantal Srivastava nous fait le plaisir d'animer la discussion. Chantal s'est fait connaître à titre de journaliste, reporter national à l'émission Les Années-Lumière de 1999 à 2024. Elle continue maintenant d'intervenir dans des émissions de Radio-Canada pour analyser et commenter l'actualité scientifique. Nous sommes par ailleurs très heureux de l'accueillir en tant que journaliste scientifique à notre faculté. Encore une fois, merci beaucoup Chantal et merci aux panélistes. Bonne soirée et bonne discussion. Alors, bonsoir tout le monde. Vraiment ravi de vous voir en si grand nombre par cette journée grise, tristounette, où on a l'impression qu'on vient de, plonger dans l'hiver, qu'on quitte l'automne tranquillement. Alors, cette soirée s'annonce bien remplie et nos trois panélistes ont eu la gentillesse de faire, on va être un peu différent par rapport à ce qu'on faisait normalement dans ces carrefours du savoir. Normalement, on plonge tout de suite dans le vif de la discussion. Et là, ce soir, comme chacun d'entre eux a une expertise bien campée, où il y a beaucoup d'informations très pertinentes qu'ils avaient envie de vous transmettre, on va commencer tout ça parce qu'ils vont faire chacun une courte présentation pour vous présenter, vous faire connaître, vous faire part de l'état des connaissances dans leurs domaines respectifs. Puis après, on va faire la discussion à trois. Et bien sûr, ça sera conclu avec une période de questions pour vous dans la salle. Alors, je vous donne quelques petites consignes d'usage. Vous les connaissez, mais je vous les répète. On vous demande d'éteindre vos téléphones cellulaires dans la mesure du possible, ou en tout cas de les mettre pour pas qu'on entende les sonneries. Tout est filmé, il y a des caméras dans la salle, donc sachez-le. Il y a également des micros pour aller poser vos questions. Une fois qu'on sera dans la période de questions, je vous le répéterai, mais je vous le dis d'emblée, les panélistes qui sont ici ne sont pas là pour faire des consultations privées sur des cas précis, des cas personnels, mais bien pour répondre à vos questions sur les connaissances dans leur champ d'expertise. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, on plonge vraiment, j'ai vu leur présentation, extrêmement intéressant. D'ailleurs, la rencontre est filmée, vous pourrez prendre connaissance du contenu de tout ça lorsque, sur le site des Carrefours du Savoir, il y aura la captation de ce soir qui sera mise en ligne. Mais sans plus tarder, puis je vous donne un avant-goût de ce dont on va parler tout au long de la soirée. Comment le sommeil influence le mieux-être au travail,
comment le sommeil peut, on l'a évoqué, améliorer la santé cérébrale, quels sont les conseils, les astuces pour mieux comprendre son propre sommeil et l'améliorer. Je pense que plusieurs d'entre vous sont peut-être ici pour entendre parler de ça aussi. Comme je le disais, pas de consultation, mais des trucs qui s'appliquent à tout le monde. Et comment est-ce qu'on comprenait le sommeil et le rêve au Moyen Âge? Extrêmement intéressant de prendre un pas de recul pour voir avant, là, autrefois, comment ça se passait, comment on dormait, pourquoi on dormait, qu'est-ce qu'on pensait du sommeil et surtout du rêve et de la conscience à l'époque. Alors, pour nous en parler, je demande maintenant à Philippe Génécan de venir nous faire sa présentation, le sommeil et le rêve au Moyen Âge. Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir. Je vais commencer par parler du sommeil comme une construction culturelle. Donc, en effet, le sommeil est un acte naturel. J'espère que nous rencontrons tous aussi régulièrement que nous le souhaitons. C'est une nécessité vitale, mais il s'exprime aussi dans une société donnée, à un moment déterminé dans l'histoire, en trouvant racine dans une culture, en particulier une culture savante, spécifique. En cela, il est une construction culturelle. Donc, l'acte du corps, le sommeil est ainsi compris et analysé selon un cadre conceptuel qui explique nécessairement par ailleurs l'être humain tout entier. Quand on s'adresse au sommeil, on parle du corps, donc on parle de l'être dans son ensemble. C'est probablement, je crois, l'intérêt primordial de l'histoire de nous amener à dépasser le temps que nous vivons, ce que nous savons de ce que nous voyons autour de nous, dépasser aussi dans une certaine mesure ces savoirs ou ces évidences et d'essayer de nous transporter ailleurs, dans une autre ou dans des autres logiques. Plongeant ainsi dans cette autre époque, alors moi je vais vous emmener à la fin du Moyen-Âge, entre XIIIe et XVe siècle, nous pourrons ensuite écouter Nadia Gosselin et Alain Marchand, peut-être avec un rien de relativisme, certainement avec plus de modestie vis-à-vis de ce que nous savons, de ce que nous pensons avoir compris et de ce qu'il nous reste à expliquer. Je vais avancer un petit peu les images. Oui, je vois que quelqu'un l'a fait mieux que moi. Alors, ça marche. Donc, revenons au cœur de l'argument. Vous voyez ici une image qui représente des lits. J'ai évidemment choisi des images qui évoquent le sommeil. Donc, ce qu'on peut déjà déterminer ici, bon, à part le fait que l'image est extrêmement belle, l'aide du XVe siècle, toute fin du Moyen-Âge, vous avez un homme dans le lit qui est nu et qui tient son bonnet de nuit à la main. Donc, c'est probablement une description concrète, correcte de ce qui se passait. La nudité, évidemment, permet d'avoir plus de dégagement de la chaleur du corps et donc de mieux préserver sa chaleur dans le lit. Et puis, peut-être aussi d'éloigner les bestioles qui pourraient avoir rampé dans les vêtements et s'y être installées. Et puis, le bonnet de nuit, comme la tête est à l'extérieur, il respirait aussi au Moyen-Âge, c'était utile d'avoir un bonnet pour protéger le haut du crâne. Donc, revenons à mon idée de construction culturelle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Premièrement, on peut parler des réalités quotidiennes. Et je me limite à quelques éléments rapides. Vous aurez peut-être des questions à ce propos. D'abord, pour souligner que, contrairement à la nôtre, la société médiévale est une société de basse énergie. Il n'est pas évident de produire de la lumière. C'est pas évident et c'est cher. La cire coûte beaucoup d'argent. Il n'est pas évident de produire de la chaleur. On vient de parler de la chaleur corporelle qui est utilisée. On peut aussi parler de ce qu'on appelait un ciel de lit, donc la portion haute qui tient la chaleur le plus près possible des personnes qui dorment. On doit aussi parler de la variation, évidemment, de la nuit. Quand on parle de Moyen-Âge, on parle de Moyen-Âge occidental, Moyen-Âge européen, et donc d'une latitude de 40 degrés nord, avec des variations importantes, des saisons marquées entre l'hiver et l'été. Et sans mécanisation du temps, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, la nuit détermine le moment du sommeil et l'arrivée du jour, la fin du sommeil. Donc, à l'évidence, vous comprenez où je veux en venir, cet élément concret fait qu'il n'y a pas de régularité sur l'année, mais bien une modification sensible des durées de l'une et de l'autre. Et puis finalement, on a une société qui est très dispersée en îlots de faibles populations, qui donc interdisent aussi l'organisation de puissants moyens, disons, de liens et de développement industriel autour de ces personnes. Et puis, deuxième point, peut-être celui qui va me retenir le plus dans cette présentation initiale, c'est aussi une réalité culturelle différente de la nôtre. L'état de savoir médiéval est puisé dans l'Antiquité et actualisé à travers le filtre du christianisme. Pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle au XIIIe, XIVe, XVe siècle la philosophie naturelle,
en l'occurrence des adaptations des textes d'Aristote reçus en Occident et traduits en latin dans la deuxième moitié du XIIe et au XIIIe siècle, dans les universités naissantes, et passés d'ailleurs par le crible et par les commentaires des Arabes, Avicenne et Averroès en particulier. Et puis deuxième filtre, celui de la médecine, là encore puisée dans l'Antiquité, hippocratique ou galénique, ce qu'on appelle la théorie humorale, la théorie des humeurs. Une idée d'ailleurs assez moderne, qui dit qu'on est en bonne santé quand il y a un équilibre dans nos corps, entre le sec et l'humide, entre le froid et le chaud. Et la recherche des médecins, dans ce contexte, est d'essayer d'équilibrer l'ensemble de ces points. Donc, 3 points rapides aujourd'hui. Les causes de l'endormissement, c'est pour faire écho à ce que nous dira Nadia Gosselin des connaissances actuelles sur ce point, la nature des rêves et leur interprétation, et finalement, en guise de clin d'œil, le cas du somnambule. Les causes de l'endormissement, donc. Vous voyez ici, j'insisterai que sur un point, c'est une fresque italienne. On voit qu'il y a plusieurs personnes dans un seul lit. C'est absolument courant. Les maisons sont petites, le besoin de chaleur est important, le couple dort ensemble, mais souvent avec les enfants, voire avec des membres de la famille, voire avec des amis de passage. Vous imaginez que ça peut poser quelques questions. Je n'y reviendrai pas, mais je vous laisse me poser des questions à ce propos tout à l'heure. Dans un contexte chrétien, donc. Le discours savant, donc notamment chez les théologiens, les philosophes et les médecins, on l'a dit, s'articule au confluent des conceptions d'Aristote. Et donc, on va s'intéresser à ce que dit le stagirite de la question du sommeil. Alors là, je n'avais pas prévu d'avoir besoin de ça, mais il va falloir que je m'approche un petit peu. Je ne vais pas tout vous lire, je vous rassure sur ce point, mais on peut noter que dans le premier paragraphe, Aristote insiste sur le fait que dormir ou être réveillé, c'est les deux états de l'être, et qu'on est l'un ou l'autre. Et donc, il y a un changement d'état. Et il explique ceci de la manière dont vous voyez sur le texte. Cette affection, donc le sommeil, provient de l'exhalaison qui accompagne la nutrition. Et je saute quelques lignes. Or, en tout animal, la chaleur se porte naturellement vers le haut, quelque chose qu'on constate tous, mais quand elle est parvenue dans les points supérieurs, dans les lieux supérieurs, elle fait à nouveau demi-tour et redescend. Donc l'idée de l'endormissement liée à la prise de nourriture et à l'augmentation de la chaleur corporelle. La logique, évidemment, s'inverse. Il parle des phases du sommeil et il explique qu'on se réveille lorsque la digestion est accomplie, que prévaut la chaleur concentrée en quantité dans une petite place et provenant de la région environnante et qu'il y a eu séparation entre un sang chargé et un sang plus pur. Donc l'idée de repos qui s'exprime en l'occurrence par la purification du sang après ce passage du chaud vers le haut, puis vers le bas. Et donc il conclut que ce que l'on appelle le repos. Vous aurez la possibilité de voir peut-être ça plus lentement chez vous à la maison. Ces textes, qui font partie des Parva Naturalia, comme l'on dit en latin à l'époque, donc les petits traités d'histoire naturelle d'Aristote, s'accolent à sa grande physique, qui est la base de réflexion des médiévaux par rapport au monde. Ils regardent le monde à travers la physique, avec la certitude que, puisque nous sommes tous et toutes faits à l'image de Dieu, notre raison nous permet de concevoir le monde et de le comprendre. Voici une des façons que l'on essaye de mettre en place dans la logique, vous le voyez, entre philosophie, théologie et médecine. Deuxième point, évidemment, si on est d'accord qu'il y a deux états, réveillé et pas réveillé, endormi, il devrait y avoir un état premier d'activité et puis un état de repos, de réparation presque, pour prendre le terme d'Aristote, et une sorte de néant reposant. Or, nous rêvons. Donc, le problème des rêves se pose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il provoque? Et comment le comprendre? Qu'en faire, finalement, à la fois pendant le sommeil et au réveil le lendemain? Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on rêve d'un être cher récemment décédé? Est-ce qu'on a une visite nocturne d'un mort? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apparenterait à une forme de fantôme? Dans un registre très différent, mais qui fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure et qui fait écho à cette image-là par rapport aux 3 personnes dans le même lit, qu'est-ce qu'on fait des rêves érotiques? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes des péchés? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes des macules? Et d'où proviennent-ils? Donc la question de la provenance, vous voyez que grosso modo, il y a 3 manières de répondre à cette question. Est-ce que c'est Dieu qui envoie, Dieu ou les anges ou les saints qui envoient un message? Est-ce qu'au contraire, c'est le diable et ou les démons qui envoient un message? Dans le cas des rêves érotiques, beaucoup de théologiens pencheraient probablement dans ce sens-là. Ou bien encore, est-ce que c'est le corps lui-même? Ce qui n'est pas une hypothèse que les médiévaux rejettent. C'est-à-dire l'idée que notre corps est en fait tripartite,
corps, esprit, âme, en latin corpus, spiritus et anima. Et puis la question ensuite, à partir du moment où on a déterminé ce qu'était le rêve, la question peut se poser de sa licéité. Peut-on interpréter ce rêve? Augustin a tranché ce point à partir des textes de l'Évangile en disant que ce n'est pas à nous de connaître l'avenir. L'avenir appartient et le temps appartient à Dieu. Donc toute tentative de prédire à travers le rêve qui était courante dans l'Antiquité est rejetée par le christianisme médiéval. Puis dernière question, à qui on adresse ces rêves? Lesquels sont des rêves acceptables? Alors là, ça dépend des époques. Dans la Bible, c'est plutôt des prophètes qui reçoivent des visions. Ensuite, c'est les rois qui ont particulièrement la chance d'avoir un message divin utilisable. Et puis, peu à peu, les saints, les saintes et les moines. Fin du Moyen-Âge, c'est surtout des femmes, des mystiques, qui ont des visions qui sont jugées acceptables. Et c'est la discussion, justement, de savoir s'il s'agit d'un somnium, un songe, ou une vision. Et donc, du caractère de vérité qu'il y a derrière ces visions, plutôt ces rêves que nous faisons. Donc retournons à Aristote et restons dans les Parva Naturalia, toujours dans les mêmes séquences de textes. C'est un texte en fait qui mériterait, si je le présentais en classe, je pense que je parlerais 2 heures et demie rien que là-dessus. Tous les mots sont lourds et tous les mots méritent une explication qui est connotée à l'époque. Par exemple, la notion d'image fait référence à l'imago, qui est le terme qui est utilisé dans la Bible pour parler de l'homme fait à l'image de Dieu. Donc c'est un texte évidemment interprétable et à interpréter de manière complexe. Restreignons-nous. Donc le rêve est une image, dit Aristote, et l'image provient du mouvement des impressions sensibles, donc quelque chose qui est lié à l'action du corps, quoi qu'il ait dit précédemment. Et puis on en passe justement au cas limite. Donc là, on a un manuscrit du XIVe siècle allemand avec le somnambule. Donc, dans la définition de l'être humain dérivé, encore une fois, du travaux d'Aristote, le Moyen-Âge finissant reconnaît 3 puissances d'opération du corps qui assurent donc le contrôle de l'âme sur le corps. Ce sont la volonté, la mémoire et l'intelligence. Or, toutes les 3 sont au repos. Comment donc expliquer qu'on puisse bouger la nuit, voire se promener la nuit? Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher dans les traités de démonologie la réponse? Vous en avez un extrait ici du fameux marteau des sorcières, qui est de la toute fin du Moyen-Âge, 1486. Je le lis très rapidement. Dans le même sens, on raconte aussi de ceux qui, la nuit, s'en vont durant leurs rêves marcher sur les plus hauts édifices sans se blesser, qu'ils ont besoin des esprits malins pour les conduire, et que si on les rebaptise, ils semblent se trouver mieux. Il est étonnant en tout cas, si on les appelle par leur nom, ils tombent aussitôt par terre, comme si ce nom n'avait pas été donné comme il faut dans le baptême. Toute une réflexion des auteurs du Malleus Maleficarum sur le rebaptême. Alors, après-temps, il est temps de quitter le Moyen-Âge, vous m'y ramènerez peut-être par vos questions tout à l'heure, et de passer à l'époque la plus actuelle. Mais en fait, on l'a déjà un peu fait. Cette image-là, je n'ai pas réussi à la trouver dans des manuscrits médiévaux, alors j'ai demandé à mon ami Midjourney de bien vouloir me la créer. On le voit qu'il y a trois pieds et que les mains ne sont pas dans le bon sens, mais c'était quand même joli, donc je vous l'ai mise. Merci beaucoup. Merci, Philippe Génécan, merci. Alors, on passe maintenant à la deuxième présentation, celle de Nadia Gosselin. Et là, on était dans la digestion, dans le sec, l'humide, le chaud, le froid, la volonté, la mémoire, l'intelligence, donc des fondements liés à la biologie, liés à notre conscience, aussi à notre esprit. Nadia, elle va nous amener dans un univers beaucoup plus concret, contemporain, en tout cas plus proche de nous aujourd'hui, en 2024, elle va nous faire une introduction à la biologie du sommeil. Qu'est-ce qui fait qu'on s'endort? Nadia. Merci. Et pourquoi on dort? Qu'est-ce qu'on en comprend, en tout cas, du moins aujourd'hui? Alors, pourquoi on dort? Ben, on n'a pas une réponse à ça. Hein? Quand on nous demande pourquoi on dort, j'ai plein de réponses. En fait, ça vient des études où on a étudié les conséquences de ne pas dormir. Et ça, il y en a beaucoup. Les conséquences sont aussi nombreuses que le fait peut-être même de ne pas manger ou pas faire d'exercice physique, là. Donc, évidemment, lorsqu'on ne dort pas, on a de la somnolence, on a plus de risques de problèmes de santé mentale. On sait que si, par exemple, on fait de l'insomnie, on a 7 fois plus de risques de souffrir de dépression dans les années qui vont suivre. On sait maintenant que si on n'a pas une quantité de sommeil suffisante ou pas un sommeil de bonne qualité, on augmente nos risques de démence. Je ne veux pas être alarmiste ici, hein. C'est comme le fait de ne pas avoir de bonnes habitudes de vie, mais le sommeil est donc un des facteurs de risque de démence.
Risques d'AVC qui sont augmentés si on a un mauvais sommeil ou on ne dort pas assez. Risque de maladie du cœur. Risque d'obésité. Ça, on l'oublie souvent, mais le fait de ne pas bien dormir va augmenter nos risques d'obésité. En fait, lorsqu'on a une mauvaise nuit de sommeil, et vous l'avez peut-être déjà expérimenté, la journée suivante, on a des rages pour des aliments sucrés et caloriques. Bien, en fait, c'est le manque de sommeil qui fait ça. Donc, lorsqu'on manque de sommeil, on est une sorte dans un état de crise où on cherche à s'alimenter d'aliments très, très caloriques. Et en plus, on gère moins bien le sucre qu'on a consommé. Donc, petit message clé ici pour que lorsque vous aurez là, un souhait de perdre du poids après Noël, là, dormez bien si vous voulez atteindre vos objectifs de perte de poids. Les risques de cancer sont augmentés, entre autres, avec le travail de nuit. Donc, lorsqu'on travaille de nuit, qu'on dort moins bien à cause du travail de nuit, on a une augmentation des risques de cancer, notamment les cancers du sein, et on a un moins bon fonctionnement de notre système immunitaire. Donc, le sommeil, ça ne sert pas à une chose, ça sert à plusieurs choses. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'endort le soir? Donc, je voulais vous parler un peu de ça parce que si on ne comprend pas bien, c'est quoi les mécanismes qui font qu'on s'endort? Bien, parfois, on va utiliser des mauvaises stratégies pour s'endormir, puis on va empirer notre sommeil plutôt que l'améliorer. Le premier mécanisme est assez simple, c'est que plus ça fait longtemps qu'on est éveillé, plus on a une pression à s'endormir. Donc, ça, c'est assez simple. Mais il y a un mécanisme dans le cerveau qui explique ce lien-là. Donc, on a même un neurotransmetteur qui s'appelle l'adénosine, qui est là pour calculer la quantité d'activité de chacun des neurones. Puis, lorsqu'il a travaillé assez, bien, envoie un signal pour qu'il y ait plus de sommeil, donc qu'il n'y ait plus d'activité liée à l'éveil dans notre cerveau. Donc, si vous êtes réveillé depuis 6, 7 heures, 8 heures ce matin, bien, les chances de vous endormir ce soir sont plus grandes que si vous avez essayé de vous endormir ce matin à 10 heures ou à 11 heures. Donc, c'est une pression de sommeil qui s'accumule tout au long de la journée. Mais si vous regardez ce graphique-là, puis vous regardez vers 18 heures, 19 heures, la pression à s'endormir, elle est haute. On aurait tendance à vouloir s'endormir vers 17 heures, 18 heures. Mais si je vous demandais de vous endormir maintenant, ce serait difficile. Donc, ça tout seul ne peut pas expliquer pourquoi on s'endort en soirée puis on s'éveille le matin. C'est qu'il y a 2 mécanismes qui expliquent comment on fait pour s'endormir. Il y a donc la pression de sommeil, mais il y a l'autre qui est notre horloge de 24 heures. Donc, cette horloge-là de 24 heures, c'est une horloge qui est située, j'ai mis une image de cerveau parce qu'il est situé dans une petite région de notre cerveau qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Donc, c'est vraiment au centre du cerveau. Et cette région-là du cerveau, elle contient notre horloge de 24 heures. En fait, elle n'a pas 24 heures. Elle a 24,2 heures pour la majorité des gens. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de bien réguler notre activité veille-sommeil en fonction de notre environnement extérieur. Cette horloge-là, elle a besoin d'être synchronisée à tous les jours. Et comment elle fait pour être synchronisée vraiment à 24 heures tous les jours? Bien, c'est par la lumière qu'on reçoit par nos yeux. Et spécifiquement la lumière bleue. Vous avez entendu parler de la lumière bleue puis tous les mauvais effets de la lumière bleue. Bien, une des choses qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a des effets vraiment positifs à la lumière bleue. Ça sert à synchroniser notre horloge. C'est juste qu'il faut qu'on s'expose à la lumière bleue au bon moment de la journée pour synchroniser notre horloge. La lumière bleue qui arrive à nos yeux va donner un signal de matin, d'éveil à notre cerveau, à notre horloge biologique. Donc, si on s'expose à la lumière bleue, qui est présente entre autres dans la lumière du soleil, si on s'expose le matin à la lumière bleue, on aide notre horloge biologique à être synchronisée. Et cette horloge-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner un fort signal d'éveil pendant la journée et un fort signal de sommeil à partir de votre heure habituelle de coucher. Donc, si vous vous couchez habituellement vers 22 heures, c'est à ce moment-là qu'elle va donner un fort signal de sommeil. Donc, si vous êtes réveillé depuis 7 heures ce matin, en ce moment, votre horloge biologique vous donne un fort signal d'éveil pour essayer de rester éveillé pendant la présentation. Mais plus tard, vers 22 heures, par exemple, si c'est votre heure habituelle de coucher, bien là, votre horloge biologique va vous donner un fort signal de sommeil et là, vous allez pouvoir tomber endormi.
Et si votre horloge biologique fonctionne bien, elle va vous permettre de rester endormi pendant toute la nuit. Sauf que vous le savez, c'est pas parfait ce système-là. Parfois, on se réveille à 3 heures du matin, pas capable de se rendormir. C'est un problème de notre horloge biologique qui n'envoie pas un signal assez fort, un signal de sommeil assez fort. À quoi ça sert de rêver? Donc, quand on parle de sommeil, c'est dur de ne pas parler des rêves. Est-ce que ça sert à quelque chose, les rêves? J'en ai pas parlé tout à l'heure quand je parlais de quelles sont les conséquences du manque de sommeil, à quoi ça sert de dormir. Bien, d'abord, il faut dire que tout le monde rêve. Donc, il y a des personnes qui vont se souvenir de leurs rêves, il y a des personnes qui ne vont pas se souvenir de leurs rêves, mais on rêve à chaque nuit, puis on fait plusieurs rêves. Les rêves arrivent surtout à la fin de la nuit, parce qu'on n'a pas le même type de sommeil pendant toute la nuit. On a un sommeil plus profond en début de nuit, un sommeil plus léger en fin de nuit, mais c'est le sommeil aussi où est-ce qu'on rêve le plus, le sommeil paradoxal. On ne sait pas exactement à quoi sert de rêver, mais une des choses qu'on sait, c'est que lorsqu'on a un souvenir, lorsqu'on mémorise un événement, c'est un événement où il y a beaucoup d'émotions. Je vais prendre par exemple un deuil. Bien, c'est le fait de rêver va nous permettre de détacher l'émotion de la mémoire. Et avec le temps, avec le sommeil et les rêves, on va se souvenir de l'événement émotif, par exemple le deuil ou la perte de quelqu'un qu'on aimait, mais il va y avoir de moins en moins d'émotions qui vont être associées à ce souvenir-là. Donc, on sait que les rêves permettent de mieux gérer nos émotions. Les rêves permettent aussi de mieux mémoriser différentes informations. Puis, je n'étais pas capable de vous présenter sur le sommeil sans parler d'insomnie. Alors, c'est quoi les types d'insomnie d'abord? Parce que parfois, les gens vont me dire, je ne fais pas de l'insomnie, c'est que je me réveille trop tôt. Mais c'est un type d'insomnie. Donc, il y en a 3 sortes. Il y a l'insomnie typique, là, qui est l'insomnie d'endormissement, donc qui survient en soirée. Le fait d'aller se coucher à notre heure habituelle, de ne pas être capable de s'endormir. On fait de l'insomnie quand on a l'impression que ça nous prend trop de temps. Mais il n'y a pas un critère. C'est pas comme ça me prend 1 heure, alors là, je fais de l'insomnie. C'est vraiment le fait que ce soit désagréable pour vous. Vous aimeriez vous endormir, vous n'êtes pas capable. Bien, c'est de l'insomnie. Ça peut être de l'insomnie de maintien. Ça peut être, par exemple, je me réveille vers 1 heure, 2 heures le matin. Pendant 2 heures, je reste éveillée dans mon lit, je ne suis pas capable de me rendormir. Finalement, je réussis à me rendormir vers 4-5 heures. De l'insomnie de maintien. Et l'insomnie matinale, peut-être que ça vous arrive. Le fait, par exemple, de se réveiller vers 3 heures, 4 heures du matin, pas capable de se rendormir, alors qu'il me semble qu'on aurait besoin de plus de sommeil, c'est l'insomnie matinale. Pour tous les types d'insomnie, c'est le même remède, la même stratégie pour essayer d'améliorer notre insomnie. Puis, en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un lien positif avec notre lit. Donc, un lien où on n'est pas activé, stressé avec notre lit. Il faut bien préparer la période avant d'aller dormir. Mais les trucs précis, ils sont là. Il y en a plusieurs. Donc, évidemment, il faut éviter tout ce qui est stimulant avant le coucher. Mais ça comprend aussi le café, la cigarette, par exemple, avant l'heure du coucher. Le café, à partir de l'après-midi, c'est à éviter quand on fait de l'insomnie. Limiter l'alcool, même si l'alcool en soirée, on a l'impression que ça nous aide à dormir, en fait, ça donne un sommeil plus léger. Donc, on évite l'alcool. On peut aussi augmenter, pour aider notre horloge biologique à nous donner un fort signal de sommeil, on peut s'exposer plus à la lumière le jour. Donc, aller à l'extérieur le jour, particulièrement en avant-midi, va nous aider à mieux dormir en soirée. Et à l'inverse, éviter les écrans avec la lumière bleue en soirée parce que là, on l'a vu, ça donne un signal d'éveil à notre cerveau. Donc, on essaie de concentrer la lumière bleue le matin et l'éviter en soirée. Et ce qu'on veut aussi, c'est d'associer le lit à du sommeil. Donc, lorsqu'on n'est pas capable de dormir, on sort du lit et on fait ce qu'on appelle une activité plate qu'on n'aime pas. Puis moi, je donne toujours l'exemple, on va lire un livre de science-fiction si on déteste la science-fiction. Donc, vraiment, on va faire quelque chose de plate et on retourne dans notre lit seulement lorsqu'on s'endort. Donc, voilà pour ce qu'on comprend du sommeil aujourd'hui. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour ces détails extrêmement éclairants. Et si vous avez des questions, je vous le redis, là, on va avoir une discussion avec les panélistes à 4.
mais il restera beaucoup de place pour vous, pour vos questions. Donc, je vous ferai signe quand ça sera le temps de vous avancer vers les 2 micros qui sont dans la salle. Et là, maintenant qu'on a compris comment le sommeil et le rêve étaient perçus, vécus au Moyen Âge, qu'on sait un peu comment le sommeil peut améliorer notre santé cérébrale, pourquoi on dort aussi, pourquoi c'est important de dormir, on va maintenant essayer de voir comment le sommeil, la qualité de notre sommeil influence notre mieux-être au travail. Puis ça, c'est la spécialité d'Alain Marchand que j'inviterai à venir nous présenter des résultats fort éclairants de son observatoire sur la santé et le mieux-être au travail. Merci. Alors, vous allez voir, moi, je vais peut-être vous assommer avec quelques chiffres. C'est un peu ça l'idée de la présentation. Alors, on mène une grande enquête à l'Université de Montréal via l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail. Grande enquête qui, jusqu'à maintenant, ça fonctionne, oui. Grande enquête qui, jusqu'à maintenant, a interrogé là, autour de 12 600 personnes dans 117 milieux de travail. C'est une étude longitudinale qui a commencé en 2019 et on suit les gens une fois par année. On les interroge sur leur santé et mieux-être, le travail. C'est comment ça va aussi à l'extérieur du milieu de travail. Puis évidemment, d'une année à l'autre, il y a des modules qui vont changer et tout ça. Puis tout d'un coup, on a eu la brillante idée de dire peut-être qu'on pourrait regarder les histoires de sommeil. Qu'est-ce qui se passe avec ça en particulier? Alors donc, à partir du cycle 4, ça c'est autour de 2002-2024 et du cycle 5 de cette enquête-là, on a commencé à poser des questions sur le sommeil. 2 questions toutes simples. Une première question, par exemple, au cours du dernier mois, vous avez dormi en moyenne combien d'heures par nuit? Puis une autre question, la même chose, au cours du dernier mois, en général, comment vous évaluez la qualité de votre sommeil? Donc, très bonne, bonne, mauvaise, très mauvaise. Ça fait que vous pouvez voir les chiffres là, qui sont devant vous. Là, au total, là, il y a jusqu'à 2846 personnes là, qui ont participé à l'un ou l'autre de ces 2 volets-là de l'enquête. Donc, ça fait quand même un échantillon qui est quand même assez important. On peut voir, par contre, qu'il y a quand même une surreprésentation des femmes dans cet échantillon-là. On est autour de 68, c'est un petit peu loin, là, 68,6 %, donc peut-être un petit peu plus de femmes que d'hommes. Il n'y a aucune prétention à la généralisation ici, là. Partez pas d'ici en pensant que voilà, dans l'ensemble de la population, c'est pas ça. C'est ce qu'on trouve là, à partir de cet échantillon-là. 46 ans en moyenne, donc un échantillon peut-être un petit peu plus mature, je dirais. Là, c'est pas constitué essentiellement de jeunes. Ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est de voir que si on regarde un peu les recommandations de Santé Canada, par exemple, on dit qu'on devrait dormir en moyenne entre 7 et 9 heures par jour comme nuit de sommeil. Bien, notre échantillon, il est à peu près pile poil sur la borne inférieure de 7 heures en moyenne. Donc, en moyenne, les gens dans cet échantillon-là vont dormir 7 heures. Puis si on regarde un peu la qualité du sommeil, bien là, ça, on a été peut-être un petit peu surpris, là. Si on regarde les gens qui nous rapportent là, une bonne qualité du sommeil, là, donc si on groupe ensemble là, très bonne et bonne, on fait voir qu'il y a à peu près 63 % des gens qui nous disent qualité du sommeil, là, ça va assez bien pour nous. Donc, ça en fait quand même 37 % pour qui le sommeil, leur qualité, c'est quelque chose d'un peu plus difficile. Quand même pas marginal, là, c'est plus du tiers des répondants de cette enquête-là qui vont rapporter là, une qualité un peu plus difficile en matière de sommeil. Donc, après ça, on a commencé à examiner un peu quelles sont les différences là, qu'on pouvait observer selon l'âge, le sexe et tout ça. Puis pour le plaisir, votre plaisir aujourd'hui, bien, je vais vous présenter ces résultats-là. C'est la première fois qu'on les présente. C'est des résultats préliminaires aussi, là. Donc, évidemment, on va travailler ça un petit peu. Là. Il y a peut-être une décimale qui va changer, mais en gros, là, ça devrait quand même donner un bon exemple. Alors, qu'est-ce que vous avez devant vous? Là? C'est les écarts d'heures de sommeil entre les hommes et les femmes et selon 3 grands groupes d'âge. Première chose qu'on va remarquer, c'est que les femmes, dans cet échantillon-là, vont avoir tendance à dormir plus longtemps que les hommes. Constat intéressant dans cet échantillon-là. Quand vous avez une étoile là, sur le bâton, là, ça veut dire que statistiquement, là, les différences sont significatives. Puis par la suite, quand vous regardez la distribution de ces heures-là selon les groupes d'âge, bien, pas surprenant, là, nos jeunes, nos 18-34, c'est vraiment le groupe qui va dormir beaucoup plus. Hein? Il y a encore des ados un peu là-dedans, fait que donc ça dort peut-être un petit peu plus longtemps. Puis par la suite, les heures vont diminuer pour remonter un petit peu plus là,
chez nos travailleurs et travailleuses matures, là, qu'on appelle nos personnes qui ont 50 ans et plus. Donc, on commence à dormir peut-être un petit peu plus longtemps. Un autre résultat qui est extrêmement intéressant là-dessus, c'est pour les mêmes facteurs, sexe et âge, comment tout ça, ça va influencer la façon dont on rapporte la qualité de notre sommeil. Alors, là, vous pouvez voir, c'est un peu l'inverse en matière de sexe. Tantôt, les femmes dormaient plus longtemps que les hommes, mais là, en matière de qualité de sommeil, c'est l'inverse. Les hommes vont rapporter avoir un meilleur sommeil que les femmes. Puis, en matière d'âge, ben, là, on peut voir aussi des différences là, quand même extrêmement importantes. Donc, nos 50 ans et plus, là, ça a l'air être vraiment des gens qui, franchement, là, on dort très bien. On a presque à 69 des répondants qui nous disent la qualité du sommeil est bonne et très bonne. Ça me fait penser un petit peu à moi. Je dors peut-être pas longtemps, mais quand je dors, comme une bûche. Alors, on peut dire que la qualité est bonne, pas longtemps, par contre. Si on regarde maintenant rapidement la relation qui pourrait exister entre la qualité du sommeil et les heures de sommeil. Là, évidemment, là, ici, là, ce n'est pas des données longitudinales, c'est une photo qu'on prend à un moment dans le temps pour la distribution de ces deux variables-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que plus la qualité du sommeil est évaluée comme étant mauvaise, plus le nombre d'heures consacrées au sommeil tend à diminuer. Là, je ne suis pas capable de vous dire est-ce que c'est la qualité qui influence le nombre d'heures ou c'est le nombre d'heures qui influence la qualité du sommeil, mais on peut voir qu'il y a une association quand même assez importante entre ces deux phénomènes. Donc, les gens qui vont rapporter une bonne qualité du sommeil vont avoir tendance à dormir plus longtemps. Puis, au fur et à mesure que cette évaluation se dégrade, bien, il semble que le nombre d'heures qu'on consacre au sommeil a tendance à diminuer. Maintenant, entrons dans quelque chose d'un petit peu plus croustillant. Tantôt, Nadia a fait état là, de problèmes de santé mentale et tout ça lié avec les troubles du sommeil. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne dans cet échantillon-là. On a examiné là, différentes manifestations de santé mentale, des manifestations qu'on retrouve le plus souvent lorsqu'on fait des études en santé mieux-être au travail ou en santé mentale au travail. Donc, les problèmes de détresse psychologique, les problèmes de dépression, anxiété, puis épuisement professionnel, donc fameux burn-out. C'est assez clair là, dans ce graphique-là que les gens qui ressentent peu ou pas de symptômes, que ce soit de la dépression ou d'épuisement et tout ça, bien, ils vont avoir tendance à dormir plus longtemps que des personnes qui rapportent des symptômes. Là, c'est assez clair là, sur le graphique, on voit que les gens qui ressentent des symptômes, que ce soit de la détresse, de la dépression, de l'anxiété ou de l'épuisement, vont avoir tendance à dormir moins longtemps. Puis le phénomène est un petit peu plus marqué pour les gens qui rapportent des symptômes de dépression et d'anxiété. Donc, il y a un lien là, assez évident ici là, entre le nombre d'heures qu'on consacre au sommeil puis notre ressenti là, en matière de santé mentale. Pourquoi ça ne change pas? Hein? Je travaille sur le stress aussi, ça commence à me stresser. Bon, voilà. Alors, maintenant, qualité du sommeil. Hein? Même chose. Hein? Et là, les résultats sont quand même assez époustouflants. Là. Les gens qui ont peu de symptômes, là, ou pas du tout de symptômes, là, à peu près proche, 67, le chiffre est petit, là, 67 de ces personnes-là vont rapporter une bonne qualité du sommeil. Et lorsqu'on commence à manifester des symptômes, bien là, vous pouvez voir que la qualité décroît de façon remarquable. Là. Et c'est encore plus prononcé pour les gens qui vont rapporter des symptômes de dépression puis d'anxiété. Et il n'y a presque pas personne dans notre échantillon qui vont nous dire « J'ai une très bonne nuit de sommeil, là, c'est super quand je suis dépressif puis anxieux. » On n'a presque pas de personnes comme ça. Là. Donc, il y a quand même encore là aussi là, une relation entre notre ressenti en matière de santé mentale, puis la qualité de notre sommeil. Donc, c'est exactement là, dans la même direction de ce que Nadia avait souligné tantôt. Autre chose que j'aimerais vous présenter un peu, c'est intéressant, il y a des différences hommes-femmes, la qualité, les heures, c'est relié. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des éléments qui seraient, des conditions qui seraient dans notre milieu de travail ou notre situation à l'extérieur du milieu de travail qui pourraient influencer soit nos heures de travail, c'est-à-dire nos heures de sommeil, ou la qualité de notre sommeil? Là, pour la présentation ici, je vais me concentrer en particulier sur la qualité du sommeil. Puis vous allez voir qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui vont ressortir. Alors,
je ne veux pas être trop technique ici, là, on va regarder ça simple. Quand les bâtons sont au-dessus de 0, hein, ça veut dire que c'est associé à une meilleure qualité de sommeil. Et quand les bâtons sont sous 0, c'est associé à une moins bonne qualité de sommeil. Hein? C'est des corrélations là, qui sont présentées là, puis tout ça. Quand c'est extrêmement, la relation est parfaite, les bâtons vont atteindre la valeur 1 quand c'est bon, puis quand c'est négatif, ça va atteindre la valeur moins 1. Bon. Première chose qu'on va regarder, c'est que, wow, il y a des affaires qui semblent s'associer avec les conditions de travail, mais globalement, c'est pas super fort comme association. Par contre, c'est quand même intéressant. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, si on regarde le côté positif de la chose, donc qu'est-ce qui me fait bien dormir, qui me ferait bien dormir en termes de qualité, là? Il y aurait par exemple la façon dont on utilise vos compétences au travail, hein, et l'autorité qu'on vous donne pour exécuter votre travail. L'autorité ne veut pas dire la position hiérarchique que vous avez dans l'organisation, mais plutôt votre capacité à pouvoir prendre des décisions par rapport à votre travail. Donc, vous avez du contrôle sur ce que vous faites, et ce sentiment de contrôle-là, ben, ça vous aide possiblement à mieux dormir. Si on continue un peu dans le positif, là, on peut voir aussi qu'il y a un autre aspect au travail qui est important, c'est le soutien que vous obtenez de vos collègues et de votre superviseur. Lorsque le soutien est important à la fois des collègues et du superviseur, bien là, vous pouvez voir les bâtons sont dans le haut. Ça semble s'associer avec une meilleure qualité de sommeil. Même chose pour les récompenses que vous obtenez dans votre travail. On vous donne de la reconnaissance. Vous avez de bonnes perspectives de carrière et vous travaillez dans une organisation qui est juste dans ses pratiques. Juste écrit, la justice procédurale. Eh bien, ça s'associe avec davantage de gens qui vont nous dire « j'ai bien dormi. Hein? La qualité de mon sommeil est très bonne. » On peut voir qu'il y a des facteurs là, qui sont dans le travail qui semblent jouer. Il y a des facteurs négatifs aussi, par contre. Hein? La charge de travail. Hein? Tout ce qui relève de la quantité, les demandes conflictuelles, le temps que vous avez pour faire votre travail, bien, écoutez, c'est dans le négatif, là, c'est pas très bon là, pour la qualité de votre sommeil. Même chose pour vos conflits interpersonnels, les possibilités d'harcèlement que vous vivez dans le milieu de travail, ainsi que votre sentiment d'insécurité dans votre milieu de travail, insécurité d'emploi, des facteurs importants là, pour influencer votre qualité de sommeil. Il y a aussi des facteurs qui seraient à l'extérieur du milieu de travail, puis je vais terminer avec ça, à l'extérieur du milieu de travail, qui sont dans la situation, entre autres, familiale. Bien, vous pouvez voir là, que le fait d'avoir des enfants, vivre en couple, il n'y a pas de bâton, là, je m'excuse, ça paraît peut-être un petit peu mal, mais le premier, là, où il n'y a pas de bâton, c'est le fait de vivre avec un conjoint ou une conjointe. Sans égard à la nature de quelle est la nature du couple, bien, ça ne sent pas d'avoir effet particulier. Par contre, si vous avez des enfants à la maison, c'est peut-être quelquefois un petit peu plus difficile, particulièrement si vous avez des tensions avec vos enfants et si vous avez des tensions maritales, donc des tensions avec votre conjointe. Évidemment, ça affecte la qualité de votre sommeil. Un résultat, par contre, qui est super important, il y a toute la question de la conciliation travail-famille ou des conflits travail-famille. Hein? Il y a deux directions à ça. Il y a dans quelle mesure ce qui se passe dans votre famille, ça déborde sur vous, puis là, ça limite votre participation dans le milieu de travail. Ça semble vous préoccuper là, puis affecter la qualité de votre sommeil. Par contre, l'autre aspect du conflit, c'est lorsque votre travail, votre situation de travail déborde à la maison. Donc, vous savez ce que c'est, hein? Je suis obligé de travailler ce soir et tout ça, des fins de semaine. Donc, le travail envahit la maison et limite votre participation. Bien, ça, là, c'est un des facteurs qu'on trouve jusqu'à maintenant dans cette enquête-là qui a le plus d'importance pour affecter la qualité de votre sommeil. Alors donc, si je me résume rapidement, dans cette enquête-là, encore une fois, là, rappelez-vous, partez pas d'ici en disant que c'est représentatif de l'ensemble de la population. Ça donne quand même de bonnes indications. Les problèmes de sommeil sont importants. Là. Dans cet échantillon ici, là, presque 3000 répondants, là, presque 37 des personnes ont des problèmes avec la qualité du sommeil. Ça affecte plus fortement les femmes et les travailleurs plus jeunes. Les symptômes sont associés, les problèmes de sommeil sont associés à des symptômes de santé mentale. Ça va dans la direction qu'on a discuté tantôt. Et pas fortement, mais influencés à la fois par la situation de travail et la situation à l'extérieur du milieu de travail.
Et compte tenu que le travail et la situation hors travail, c'est des éléments avec lesquels on est confronté au quotidien, mais ces deux aspects-là de nos vies peuvent devenir potentiellement des terrains fertiles pour faire de l'intervention sur les problèmes de sommeil. Et voilà. Bien, merci beaucoup, Alain Marchand, pour cette présentation. Alors, on va maintenant s'en aller au carrefour des savoirs, hein, le point de jonction entre vous trois qui vous êtes intéressés au sommeil, à sa fonction, à son rôle, à son utilité, à son impact aussi. Ce que je retiens, moi, de ce que vous avez dit, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est que ce qui se passe quand on dort, ça a toujours un peu un lien, même de tous les temps, même au Moyen Âge, avec ce qu'on a vécu durant nos heures d'éveil. Et le temps qu'on consacre au sommeil, on n'est pas toujours maître du moment où il se déroule. Ça m'amène à plonger dans la question d'une très chaude actualité pour les gens au Québec, qui est la question du changement d'heure. Ça amène, il y a un sondage, d'ailleurs, on vous présentera le lien si vous n'avez pas encore voté, une enquête, on demande aux gens, voulez-vous qu'on continue à avoir une heure d'hiver, une heure d'été, où on devrait toujours avoir la même heure tout le temps? Il y a même Nadia Gosselin qui co-signait avec des chercheurs dans la presse de ce matin un article là-dessus. Mais avant qu'on plonge dans le pour ou le contre, l'idée, c'est qu'on a toujours voulu contrôler le temps, au fond, puis que ce qui se passe durant notre sommeil, c'est lié à qui contrôle le temps, comment. Il y avait de ça au Moyen Âge, en tout cas. Les horloges n'ont pas toujours été là. On faisait autrefois autrement. Mais il y avait toujours une idée de contrôle là-dedans aussi, là. Oui, c'est la question du temps. J'ai dit tout à l'heure, dans une société de basse énergie, on a la difficulté de ne pas pouvoir éclairer, de ne pas pouvoir chauffer 24 heures sur 24 de manière confortable. Donc, il y a donc une tendance à une dilatation des périodes de non-travail en hiver par rapport à une contraction de ces périodes en été. Je trouve que ça marche assez bien dans des sociétés agraires, quand 90% de la population travaille dans les champs. Ça se marie relativement bien, un petit peu moins que l'élevage, mais par rapport aux champs, c'est plus cohérent. L'hiver, on travaille moins que l'été. Mais c'est vrai, vous parliez de la question de la mécanisation du temps et puis la question des horloges, en fait, qui nous font mal au cœur tous les matins quand le cadran sonne. Ça, c'est relativement récent pour un médiéviste. Donc, il y a des discussions à ce propos, mais probablement la fin du premier tiers du XIVe siècle. Vers 1335, on a des horloges, alors évidemment pas dans les maisons, mais des grandes horloges mécaniques qui sont en capacité mécanique de tenir 24 heures et de donner aux heures un rythme. Puis elles succèdent à quoi? Elles succèdent essentiellement aux cloches des églises. Cloches des églises qui donnaient les horaires sur un rythme qui était dit de 24 heures, enfin 12 heures de jour, 12 heures de nuit, mais avec des heures qui changeaient selon les saisons. La longueur des heures changeait? La longueur des heures changeait, puisque la minuit, c'est la période entre, évidemment, le coucher et le lever du soleil. Donc, ce n'est pas la même durée en hiver ou en été. Donc, on remplace une heure, on va dire, extrêmement liée à la réalité qui nous entoure, et on a vu combien c'était important pour la lumière bleue, par une heure qui est mécanisée et qui est orientée vers l'industrie, si on peut dire. Est-ce que c'était mieux avant, Nadia Gosselin, quand on n'avait pas les facteurs extérieurs qui nous forçaient à changer l'heure? Parce qu'au fond, c'est un peu pour ça aussi, pour l'industrialisation. On a voulu se coordonner avec des échanges plus globaux, plus fréquents. Oui, c'est vrai qu'on a commencé le changement d'heure pour gagner de la lumière en soirée, pour faire des économies d'énergie. C'était donc pas pour des raisons biologiques ou de santé, là. C'était vraiment économique. Au niveau de la biologie et de la santé, il n'y a pas de bonne raison de changer l'heure. Donc, on sait que lorsqu'on fait le changement d'heure, surtout au printemps, donc celui où on perd une heure de sommeil, bien là, il y a plus d'accidents de la route, plus d'accidents de travail, plus d'accidents cardiaques, donc des crises de cœur, par exemple, plus même des complications liées à des accouchements. C'est des petits pourcentages, mais à l'échelle de la population, ce sont des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des personnes qui vont dire, mais moi, le changement d'heure, je ne le sens pas, mais c'est vrai, mais pour des personnes qui vont le vivre plus difficilement. Donc, le changement d'heure, celui qu'on fait au printemps, il n'y a pas d'avantage pour la santé. Évidemment, quand on change l'heure, ça nous permet d'avoir de longues soirées d'été. Alors là, personne n'est contre avoir des longues soirées d'été. On aime tous ça. Lorsqu'on revient à l'heure normale, l'heure d'hiver, ça permet d'avoir la lumière le matin. Donc, si on n'avait pas changé l'heure là, il y a quelques semaines, bien, ce matin, au lieu que le soleil se lève vers 7h15, et demie, je ne sais pas, il se lèverait vers 8h15, 8h30. Dans certaines régions du Québec, ça irait même jusqu'à 9h avant qu'il y ait le lever du soleil.
C'est un problème. C'est un problème pour les personnes qui se rendent au travail, les jeunes qui se rendent à l'école, parce que, comme je disais, on a besoin de la lumière du matin pour synchroniser notre horloge biologique. Donc, si on se rend au travail ou à l'école sans lumière, bien, notre horloge n'est pas synchronisée et on se met à décaler de à peu près 10 minutes à tous les jours. Donc, ça fait des enfants, surtout des adolescents, qui ont déjà de la difficulté à se lever le matin, qui ont encore plus de difficulté à se lever le matin. Dans le milieu du travail, Alain Marchand, est-ce que ça se transpose, ce que Nadia vient de dire, sur ce qu'on note quant aux effets délétères quand on perd une heure de sommeil? Là? Est-ce que vous le vérifiez dans les grandes enquêtes longitudinales que vous faites, que selon les saisons, ça va plus ou moins bien au travail en lien avec l'heure à laquelle il faut se lever, puis quand on perd une heure de sommeil? Il y a pas, nous, on n'a pas vraiment évalué, on n'a pas vraiment examiné ça dans le cadre de nos travaux à l'Observatoire. Par contre, on a fait une évaluation à l'IRSST. Là, je suis directeur scientifique sur les En santé et sécurité au travail? les lésions professionnelles, donc les accidents compensés, là, pour lesquels les gens ont l'accident clairement attribué là, à la situation de travail. Puis ce qu'on a observé, c'est qu'on n'a pas trouvé de différence entre le nombre d'accidents et le changement d'heure. Ça fait que là-dessus, on ne peut pas conclure, sur la base, à tout le moins, des données du Québec, là, récemment qu'on a évaluées, on ne peut pas conclure qu'il y aurait une association là, entre le changement d'heure puis le nombre d'accidents. Par contre, on entend bien des gens se plaindre la semaine où on change l'heure dans nos bureaux, dans nos horaires, dans nos milieux de travail. Je suis bien fatigué parce que là, on vient de changer d'heure. Il y a probablement un terreau fertile là, pour peut-être creuser un petit peu plus l'effet sur les individus dans les milieux de travail. Là. Mm-hmm. L'autre élément que j'aimerais voir aussi avec vous, c'est surtout en lien avec le travail puis les horaires de travail. Il y a dans la vie, je suppose qu'autrefois c'était la même chose, mais il y a des types d'emplois, de travail qu'on a à faire qui vraiment hypothèquent notre sommeil si on a un horaire de nuit, un horaire atypique, un horaire coupé. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus, l'impact de tout ça, que tout ça a eu? Autrefois, je pense qu'on dormait en 2 temps, autrefois, parce qu'il y avait des corvées à faire la nuit. Maintenant, il y en a, et Dieu merci, il y en a qui acceptent de faire ce travail-là, mais qui ont des horaires coupés, brisés, qui travaillent la nuit. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus sur l'effet que ça peut avoir sur le sommeil? Bien, on sait que les personnes qui travaillent des horaires rotatifs ou des horaires de nuit ont plus de risques d'avoir des problèmes d'insomnie parce qu'on leur demande de dormir à un moment où leur biologie considère que c'est un moment où ils devraient être réveillés le jour. Parce que même si on travaille de nuit, notre horloge biologique, elle ne va pas s'inverser complètement. On garde quand même un rythme jour-nuit qui est assez en lien avec l'environnement extérieur. Donc, notre horloge biologique n'est pas inversée. Elle peut être retardée un peu, mais on a une vie sociale. Hein? On n'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on est un travailleur de nuit que tout d'un coup, tout notre environnement social va devenir de nuit. Donc, on veut continuer à avoir des activités familiales, des activités sociales. Donc, on exige des travailleurs de nuit qui dorment de jour. Donc, souvent, les travailleurs de nuit ça dépend de chaque personne, mais vont essayer de dormir un peu le matin ou avant d'aller travailler. Donc, ils vont avoir plusieurs nuits, dans le fond, plusieurs moments où ils vont dormir. Mais on sait qu'ils vont avoir moins de sommeil puis une moins bonne qualité de sommeil. Puis, pour les siestes, justement, est-ce qu'il y a une façon de faire qui est mieux qu'une autre ou c'est chacun selon son état à ce moment-là? Oui. On sait que les siestes courtes, les siestes de moins de 20 minutes, c'est très bénéfique. À moins d'être insomniaque, donc si on travaille de jour puis on est insomniaque, on évite de faire des siestes en fin d'après-midi. Mais sinon, c'est vraiment bénéfique. Et ce qui est super intéressant, c'est que parfois, on se couche puis on a l'impression de ne pas dormir. On a l'impression qu'on est juste relax, là, puis on rêvasse un peu, mais qu'on a l'impression de ne pas dormir. Mais on sait maintenant que ce n'est pas tout le cerveau qui a besoin de dormir. Il y a des régions du cerveau qui peuvent dormir pendant ces courtes siestes-là qu'on va faire où on a juste l'impression qu'on s'allonge un peu pour on est apaisé. Mais il y a des régions du cerveau qui vont dormir, puis ça va avoir des effets bénéfiques. On va se sentir plus énergique après, puis plus performant. Donc, les siestes peuvent être une bonne solution. En anglais, il y a une expression qui est extrêmement intéressante. On parle de power nap. C'est dur à traduire en français, mais vraiment cette idée de se réénergiser, mais c'est une courte sieste. Là. On parle d'une 20aine de minutes au maximum. On parlait de micro-sieste en français, mais je trouve que l'expression power dit bien. Parce que ça, oui, ça nous réénergie. 20 minutes, là, on est prêt à repartir. Là.
Est-ce qu'on se préoccupait autant de sieste, de la qualité de son sommeil, de l'insomnie, autrefois au Moyen Âge? Le problème du Moyen-Âge, c'est qu'on parle assez peu de la vie quotidienne dans les textes. C'est pour ça que j'ai pu vous parler peut-être plus de la question de savoir d'où venaient les rêves que de savoir véritablement quand est-ce qu'on dormait. Mais effectivement, il est sorti cette hypothèse de sommeil biphasique qui est intéressante parce que là, on en a des traces en fait indirectes. On a Dormir en 2 temps. C'est ça, dormir au moment du coucher du soleil, se lever la nuit pendant une période qui peut être apparemment assez prolongée, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, puis retourner se coucher. Se lever pour? On peut faire plein de choses. On peut surveiller que le feu est bien toujours là où il doit être, c'est-à-dire dans l'âtre, et qu'il est toujours actif. Et donc, Pas gelé. c'est ça, que la marmite continue un petit peu à faire cuire longuement les légumes et tout ce qu'il y a dedans. On peut aller regarder effectivement ce qui se passe du côté des bêtes. On peut aussi avoir un moment de discussion avec des proches pendant la nuit. Mais c'est de nouveau, la documentation qu'on a pour l'instant est assez, de nouveau, incidente. On n'a pas de texte qui nous raconte ça. On a des textes qui racontent autre chose et qui font allusion à cela. Donc, il mériterait une analyse plus longue. Quand vous entendez ça, Nadia, vous pensez quoi? Parce que là, on dit aux gens, si vous êtes la nuit, ben, levez-vous, allez faire autre chose. Ces gens-là se levaient par obligation. Est-ce que ça avait un impact sur la qualité de leur sommeil? Ils n'avaient pas les mêmes obligations de se lever le matin, donc les journées n'étaient pas les mêmes. Je pense que les problèmes d'insomnie aujourd'hui sont causés par le fait qu'on doit se lever le matin, on doit aller au travail, on n'a pas l'occasion de dormir dans la journée, on a l'impression qu'on va vivre les impacts de notre insomnie. Donc ça, c'est typique à notre société d'aujourd'hui. Probablement que ces préoccupations n'étaient pas là à cette époque-là. Puis on l'a vu dans les données, surtout que vous avez présentées. Moi, j'ai été impressionnée par les jeunes et la façon dont ils identifient la qualité de leur sommeil. Est-ce que ça vous a surpris, ça, vous aussi, Nadia? Oui, bien, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on savait que c'était plus les personnes âgées qui avaient des plaintes liées à leur sommeil. Puis c'est nouveau, ça, que ce soit les 20, 29 ans à peu près, là, qui sont maintenant le groupe d'âge qui a le plus de problèmes de sommeil. Je dirais que c'est nouveau depuis à peu près la pandémie. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est un nouveau problème qu'on a. Est-ce qu'on a des hypothèses pour expliquer? Bien, c'est intéressant parce que si on regarde un peu la distribution des problèmes par groupe d'âge, ça suit un petit peu la distribution des problèmes de santé mentale par groupe d'âge aussi en même temps. C'est ce qu'on va observer en termes de détresse, dépression, épuisement. Les jeunes vont avoir tendance à rapporter davantage de symptômes que les personnes plus âgées. Bon, ça peut s'expliquer par un paquet d'affaires. Là, c'est le début de la carrière, l'entrée en carrière, l'établissement dans la vie et tout ça. Mais on a vu quand même qu'il y avait un parallèle là, entre les symptômes que les gens rapportaient, puis la qualité, puis les heures de sommeil. Donc, on peut faire un parallèle avec ça. Et donc, les jeunes sont plus sollicités maintenant, peut-être qu'ils l'étaient antérieurement pour développer leur carrière, encore une fois, s'installer dans la vie, fonder la famille. Puis là, aujourd'hui, vous le savez, les taux d'intérêt, tout ça. Donc, la vie semble peut-être un petit peu plus stressante pour eux aujourd'hui et pourrait possiblement les affecter davantage. Là. Mais est-ce qu'il y aurait un horaire optimal de sommeil qui serait adapté à chaque personne selon sa biologie, sa nature profonde? Aussi, certains ont peut-être plus de facilité à s'adapter que d'autres. Est-ce qu'on devrait optimiser les horaires carrément plutôt que de s'intéresser au changement d'heure? Oui, c'est vrai que les horaires sont déterminés par les décideurs. Les décideurs, habituellement, ce pas des jeunes de 16 à 20 ans. Hein. Les décideurs, c'est des personnes qui sont dans la cinquantaine puis qui trouvent ça bien pratique que les journées commencent à 8 ou 9 heures, par exemple, le matin. Si on demandait aux adolescents de déterminer les heures de début de travail et des classes, on aurait probablement une société qui serait différente, hein, où on commencerait plus vers 11 heures puis qu'on terminerait plus vers 7-8 heures en soirée. Donc, et ça irait bien avec une heure d'été, donc où le soleil est là plus tard le matin, plus tard en soirée. Donc, oui, donc absolument. Notre donc, ça heure sociale. Ouais. Donc, finalement, l'heure d'été a du bon pour une certaine classe de la population. Si on pouvait commencer à travailler plus tard, ce serait absolument parfait. OK. Le problème, c'est donc l'heure normale, c'est biologiquement ce qui est le mieux pour nous, globalement, ou il y a des petites exceptions? Toutes les études montrent que c'est l'heure qui fonctionne le mieux pour la santé de la population. Si on voulait garder l'heure d'été, il faudrait décaler nos activités sociales d'1 heure. Donc, peut-être que c'est de cette façon-là qu'on réussirait à tous s'entendre. Ouais. On va probablement revenir durant la période de questions qui va commencer dans quelques minutes. Donc, il y a 2 micros dans la salle à ces questions plus concrètes de sommeil, d'horaire, de troubles d'endormissement. Là, j'aimerais ça qu'on revienne
à l'univers des rêves, puis au rôle du sommeil dans la conscience. J'écoutais Philippe Génécan parler de la façon dont on voyait le rêve, on l'analysait. Est-ce que ça s'est perpétué dans le temps, 3, 4, 5, 6 siècles plus tard? Est-ce qu'encore aujourd'hui, le rêve a la même fonction, le même rôle qu'autrefois pour les humains? Oui, bien, il y a beaucoup de questions par rapport aux rêves, puis vous avez sans doute déjà vu des livres qui disent qu'ils vont interpréter les rêves. Est-ce que c'est des livres qui disent, qui disent des choses qui sont scientifiquement valides ou pas? Je dirais qu'en général, non. Les rêves, c'est vraiment personnel à chacun. Donc, on va avoir tendance à rêver aux choses qu'on vit dans la journée, donc, ou dans les semaines. En fait, on rêve à ce qu'on a vécu dans la journée et ce qu'on a vécu il y a une semaine, ce que les études montrent, là. Donc, et les rêves sont vraiment personnels à chacun. Le fait de rêver, moi, par exemple, à une situation en particulier, ça a une signification pour moi, mais peut-être que ça n'a pas la même signification pour une autre personne. Donc, il y a beaucoup d'interrogations liées aux rêves. C'est utilisé parfois en psychothérapie, mais c'est vraiment lié à une personne. Le rêve a une signification vraiment très personnelle pour chacun. Philippe, quand vous entendez ce qu'on dit des rêves et de la conscience aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à transposer ce qu'on sait, ce qu'on connaît de la réalité au Moyen Âge à ce qu'on analyse aujourd'hui, ce qu'on dit au sujet des rêves et de la conscience? Bah, pas directement, bien sûr, mais c'est clair qu'il y a une filiation. Là, j'ai essayé de jouer sur des contrastes aujourd'hui, mais on est évidemment l'héritier, des héritiers, génération après génération de ce qui nous a précédés, avec des ruptures parfois. Donc la question des rêves, j'y ai fait rapidement allusion. Dans l'Antiquité, on a beaucoup de clés des rêves. On a encore des textes qui nous montrent si on a rêvé d'un écureuil, ça veut dire telle ou telle chose. Et il y a des oniromanciens dont le travail était justement d'identifier les muscles des rêves. Et c'est devenu suspect de nouveau avec l'arrivée du christianisme, parce que d'abord, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Donc, il y a le problème dont j'ai parlé tout à l'heure de la provenance des rêves. Donc ça met un certain doute sur la validité. Et puis, il y a la question de percer l'avenir, qui effectivement ne doit pas être une préoccupation des humains qui doivent vivre dans la confiance du plan de Dieu. Et donc, de manière générale, les pères de l'Église, Augustin en particulier, essaient d'interdire ce genre de pratique. Probablement qui continuent un petit peu, mais on les voit beaucoup diminuer. Puis il faudra en quelque sorte, j'ai lu un texte justement à ce propos qui dit que c'est plus ou moins avec Freud qu'on va retrouver une certaine légitimité, disons, à considérer les rêves comme nous disant quelque chose d'utile. Il y a encore des traces de ça aujourd'hui, mais Nadia, ce que je vous entendais dire, c'est qu'on prend ça un peu avec un grain de sel, puis avec un certain recul, là, lorsque vient le temps d'interpréter les rêves. Oui, bien c'est juste que c'est difficile de faire des généralités, puis vraiment, chacun peut interpréter ses rêves absolument, mais les livres qui disent interpréter les rêves, c'est peut-être, je dis peut-être que la science n'a juste pas réussi à conclure que c'était bon, mais pour l'instant, la science n'a pas indiqué que c'était véridique, là. Bien, merci. Je vous remercie tout le monde. Et les 5 minutes qui restent, je vous les offre à vous tous les trois. Parce que j'aimerais que vous synthétisiez pour nous, c'est un peu ingrat ce que je vous demande, mais on parle depuis presque 2 heures du sommeil dans tous ses états. Mais chacun de votre point de vue, de votre posture, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce que vous êtes venu nous raconter ce soir, du message que vous teniez à ce qu'on ramène chez nous? Philippe? J'ai envie de revenir au tout début de mon introduction. Le sommeil est à la fois une activité biologique, entièrement humaine, en même temps ce qu'on en dit. Et je trouve intéressant le relativisme de vos enquêtes. Ce mauvais sommeil, c'est pas de l'extérieur qu'on le décide, c'est au sein même de la personne que l'impression de mal dormir, impression réelle ou supposée, mais réelle évidemment la plupart du temps, revient. Donc la construction culturelle que l'on a autour de nos activités, et pour ce soir autour du sommeil, me paraît être l'élément qui peut nous permettre de continuer à réfléchir à ce qu'on vit, puis à comment on le vit aussi ensemble. Nadia? Moi, j'ai le goût de parler de sommeil et de santé. Donc, on a parlé beaucoup de nutrition, d'activité physique dans le passé comme étant des éléments, là, des habitudes de vie essentielles pour la santé, puis pour vieillir en santé. Puis là, de plus en plus, il y a un intérêt pour le sommeil. Puis avant, on disait, faut se lever tôt. Moi, j'ai pas besoin. On valorisait le fait d'avoir peu besoin de sommeil. Donc, on voyait ça comme une force d'avoir peu besoin de sommeil. Et maintenant, on entend même des grands dirigeants d'entreprises dire qu'ils ont besoin de 8 heures de sommeil puis qu'ils ne vont pas aller travailler s'ils n'ont pas bien dormi. Donc, c'est vraiment important. Donc, d'accorder de l'importance à notre sommeil, c'est d'accorder de l'importance à notre santé. Donc, à garder en tête. Qu'on arrête de rogner sur le sommeil, qui est la première chose qui écope normalement. Alain?
Bien, en terminant, peut-être qu'on peut intervenir sur les sources qui provoquent les problèmes de sommeil, en particulier au travail. On peut organiser le travail pour qu'il soit mieux adapté. On peut organiser le travail pour qu'il réponde davantage au sentiment de contrôle des individus, contrôler la charge de travail, soutenir les individus au travail. On va créer des conditions qui sont favorables et qui vont aider les gens, évidemment, à mieux dormir. Voilà. Bien, je vous remercie infiniment tous les trois. C'était vraiment très, très instructif de vous avoir. Un précieux moment. Je tiens aussi à vous dire, regardez, vous avez, là, si vous n'avez pas encore voté, vous avez jusqu'au 1er décembre pour enregistrer votre vote à cette consultation qui est faite par le gouvernement provincial pour savoir si on doit conserver l'heure normale tout le temps ou s'il faut changer au printemps. Moi, je le retiens, spring forward, on perd 1 heure, puis fall back à l'automne, là, on revient à l'heure normale. Donc, vous pouvez voter. Un merci particulier aussi à toute l'équipe des communications qui organise l'événement pour que ça roule rondement, qui vous a fait ces jolies présentations, qui s'occupe de la captation, donc à la technique, à la conception aussi. Merci beaucoup, puis merci à vous aussi d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Merci.